je me suis mise au monde pour la deuxième fois. Pour me mettre au monde, il me fallait un projet. C'était d'être actrice, puisque j'étais tellement dans des émotions fortes que je ne pouvais pas exprimer parce que je ne voulais pas parler de moi. Il y avait un lieu qui me permettait d'exprimer ces émotions, c'était la scène. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Et si la vie n'était qu'un jeu, quel personnage aimeriez-vous jouer ? Quelles émotions pourriez-vous lâcher sur scène ? Mon invitée du jour, Sarah Serjevic, s'est retrouvée sur les planches pour se raccrocher à la vie. Elle qui s'était retrouvée adolescente étouffée dans son mal-être, a trouvé son salut sur scène, en embrassant les émotions des personnages qu'elle incarnait. Qu'elle incarnait tellement qu'elle en a perdu un jour son identité. Après 15 ans sous les feux de la rampe, elle se forme à la psychologie et revient sur scène en tant que thérapeute. Depuis 20 ans, Sarah propose des stages de théâtre authentiques. Des stages au cours desquels les participants laissent tomber les masques, libèrent les émotions pour mieux se retrouver avec eux-mêmes. Bienvenue dans un épisode vivant et émouvant. Avec Sarah, nous allons parler de se donner naissance une deuxième fois, d'une audition incroyable à la Comédie Française et de la magie du travail thérapeutique en groupe. Bonjour Sarah et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Je suis ravie de vous recevoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Sarah Serjevic et je suis psychodramatiste. Alors, c'est un mot qu'on connaît mal, le psychodrame. Le psychodrame, drama veut dire action, et donc le psychodrame, c'est la psyché que l'on met en action. Et je suis créatrice de mon atelier qui s'appelle Le Théâtre Authentique. Pour commencer, Sarah, moi j'aimerais qu'on évoque votre parcours, puisque avant d'être psychothérapeute vous-même et de parler du théâtre authentique, eh bien, vous étiez déjà sur les planches en tant que comédienne et actrice. Alors, est-ce que vous pouvez un peu me parler de cette première carrière, hein ? Ce qui est intéressant, c'est de parler de ce qui s'est passé avant. Ça veut dire pourquoi je Ouais. suis devenue actrice. Enfant, j'avais à la fois une intensité très, très forte Ouais. que ma mère comprenait très mal, très, très mal. Elle était assez débordée par mes élans. Mais j'étais une comédienne et c'était terrible parce que je ne pouvais pas me faire entendre de ma mère. Donc toutes ces émotions très, très intenses, je les gardais à l'intérieur de moi. Je vivais des choses heu, qui étaient très, très fortes et que je ne pouvais pas exprimer. Je ne voulais pas, je ne pouvais plus, je suis devenue presque mutique Ah, et c'est allé très loin, c'est allé jusqu'à la paralysie. c'est-à-dire, parce que À là, 17 ans, je me suis trouvée, en grève d'affronter la vie, tout c'est simplement. ça, ok. J'allais très mal et donc un jour, il y a un médecin qui vient dans ma chambre Ouais. et ce médecin m'a sauvée avec une phrase terrible: «Elle est foutue». Ah, non. Et cette phrase m'a réveillée, mais quelle chance, c'est une grâce. Ça vous a piqué, en fait? Vous vous êtes dit: «Non, mais je ne suis pas foutue». Il a réveillé la rage en moi La rage et la force de vie, ouais. et la force de vie et puis en plus ça tombait bien parce que j'avais un père qui était médecin, Ah! que
Je voulais montrer absolument qu'il n'aurait pas raison de moi. Ouais. Non, je me suis entendue penser très jeune, donc j'avais 17 ans, je me suis entendue penser: «Attention, toi, tu me soignes, mais c'est moi qui guéris». Un jour, je sens une goutte qui tombe Ouais. d'une perfusion et je la sens celle-là, je la sens dans mon être, je la sens dans mon corps et je m'entends penser: «Si tu peux sentir cette petite goutte dans cette parcelle de ton corps, tu peux faire parvenir la nouvelle dans tout ton être et tout ton corps». Je me suis mise au monde pour la deuxième fois. Oh là là! Vraiment, c'était le moment de choisir. Ouais. Pour me mettre au monde, il me fallait un projet. Oui. Le projet, c'était d'être actrice, puisque j'étais tellement dans des émotions fortes que je ne pouvais pas exprimer parce que je ne voulais pas parler de moi. Donc est-ce que vous viviez comme un ovni? Est-ce que vous aviez, par exemple, des frères et sœurs qui, eux, étaient moins dans ces émotions? Non, non, je me vivais pas comme un ovni du tout. J'étais coupée du monde, je me sentais sans avenir. J'avais fermé la porte à tous les possibles. Je sentais que, je ne pouvais pas être, entendue de ce monde et que ce que je voyais, ce que j'entendais et ce que je vivais, était pas normal. Donc je voulais trouver une issue de secours et mon issue de secours, ça a été de me mettre en grève. Ça s'appelle une paralysie, d'hystérie. Il y a une part de soi qui bloque tout. Ça a commencé par un vrai problème, à l'oreille, heu et puis c'est descendu dans tout le corps. Ça, c'est une forme de crispation, de cristallisation de tout l'être qui fait que, c'est une forme de façon de se suicider quand même, hein. Oui, oui, en tout cas, on ne s'autorise plus, de vivre là. Waouh, et ça a duré combien de temps, entre le moment où ça commence avec des problèmes d'audition, c'est ce qui est d'ailleurs amusant, hein, parce est-ce qu'il y avait quelque chose à ne pas entendre, jusqu'à cette goutte de vie qui va vous donner ce sursaut, pour vous remettre sur pied? Ça a duré une quinzaine de jours. Ouais, quand même. Et là, vous refusiez, vous le dites, de parler de votre mal-être avec quiconque. Ah oui, bien sûr. Pour quelle raison? Parce que j'avais honte de ce qui se passait chez moi. Je trouvais que c'était, pas normal. Il y avait énormément de violence, il y avait pas, d'amour, dans la maison, quoi. Ah, d'accord. Alors qu'il était là, mais il y avait trop de dysfonctionnement, autant, du côté paternel que maternel, Oui. pour aller toucher l'amour qui était en eux. Ça se traduisait Mmh. par des personnalités qui s'étripaient d'une façon terrible Ah, et OK. voilà et j'ai été témoin de ces choses-là et ça me mettait dans une sensation de honte parce que, j'avais comme la sensation d'être, un d'être née de quelque chose de moche, quoi. De moche et de très violent, ouais. Je me sentais pas, légitime pour exister pleinement. Donc évidemment, après, quand on grandit avec cette croyance-là, ça conditionne beaucoup le reste du chemin. Mais alors revenons-en maintenant à ce sursaut de vie, c'est quand même magnifique, que ce soit à travers les paroles, hyper maladroites de ce médecin ou, cette goutte de vie qui va venir réveiller toutes les cellules en vous. Donc là, vous vous dites: «Moi, OK, mon salut viendra des planches et de la scène où je vais pouvoir justement libérer toutes ces émotions et tout d'un coup, elles vont devenir mon outil de travail, en fait». De travail non, d'existence oui. Ouais, D'existence oui, mais je voudrais dire aussi que moi je remercie mes parents, malgré tout, de ne jamais avoir éteint cette flamme vibrante en moi et ça j'ai une gratitude, infinie et la preuve ouais, en est, c'est que pour qu'il y ait eu cette force de vie à ce moment-là, ouais, c'est bien qu'il y avait quelque chose de plus grand oui. qui s'exprimait à l'intérieur de moi. Et ce C'est, plus grand venait d'un amour qui ne se disait pas, qui ne se vivait pas, mais qui ouais, était là. c'est Voilà ça. pourquoi je me suis tellement intéressée à l'amour. Parce que, quelles que soient nos catastrophes, il y a toujours une étincelle d'amour quelque part qui vous appelle, qui vous attend. Donc ça veut dire que, là, à ce moment-là, vous vous dites, «Mon salut viendra de ce métier-là de comédienne», et donc vous vous lancez. J'imagine que vous faites les études qui vont avec. Ah mais non, Et c'est encore plus extraordinaire que ça. ah!
J'ai été bénie par la vie. Je prenais des cours d'art dramatique, depuis un long moment et à la fin de l'année, scolaire, il y avait une petite représentation avec des personnes qui venaient en tant que jury et ce jour-là, il y avait dans la salle, Maurice Jacquemont qui était sociétaire de la Comédie Française Ah oui, quand même. et oui, qui va voir mon prof et qui dit: «Oh la petite brune là, elle est douée, il faudrait qu'elle passe le Conservatoire de Paris. C'est évident qu'elle ne l'aura pas». Les places sont chères. Elle l'aura évidemment pas parce qu'elle est pas prête du tout techniquement. L'année d'après, elle risque d'avoir le premier tour, c'est-à-dire qu'au premier tour, on prend 50 personnes et dans 3 ans, là, elle a des chances. Ah, génial. Et alors, comment ça s'est passé? Alors, bah, je passe, le conservatoire, le concours, et puis je vois au moment où je passe ce concours, je vois devant moi tous les grands du français que j'admirais et je me dis: «De toute façon, plus tard, je serai comédienne parce que je suis faite pour ça, je veux ça» mais j'aurai jamais toutes ces personnes en même temps, le même jour dans la salle. Alors puisque je l'aurai Mmh. pas, je vais juste me faire un bonheur de vivre du plaisir, voilà. C'est un moment de plaisir pour moi, quoi. Génial. À tel point que je suis reçue Non. première à l'unanimité. Dès la première audition au conservatoire, ce fameux qui était censé vous écraser, vous impressionner de trac et tout, et en fait, c'est là où vous donnez le meilleur de vous-même et vous passez haut la main sur 800 C'est même candidats. pas le meilleur de moi-même, c'est je vais me donner du plaisir Ouais, c'est ça. et donc c'est une clé importante pour nos auditeurs. Ah bah oui. La pensée, c'est pas: «Je vais donner le meilleur de moi-même», la pensée, c'est: «Je vais juste vivre du plaisir». Ah, ouais, Et je suis ouais. prise première à l'unanimité et attendez, Incroyable! c'est pas fini. Dans le jury, le directeur du théâtre du Palais Royal Ouais. et qui dit: «Mais moi celle-là, je la veux dans mon théâtre» et il allait, préparer son spectacle, qui a eu tant de succès, La Cage aux folles Ah bah oui, en effet. et il me dit: «Il y a une audition dans mon théâtre, demain pour un spectacle qui va s'appeler La Cage aux folles. On cherche la jeune fille, venez passer l'audition». Ça sera avec, un metteur en scène qui s'appelle Pierre Mondy, me dit-il, avec, En effet. Jean Poiret, Michel Ah oui. Foucault, ouais. Je passe l'audition et je suis prise. C'est-à-dire que Mmh. non seulement je suis entrée au conservatoire, mais j'allais directement Vous avez du boulot voilà. et pas n'importe lequel. Donc là, vous aviez quel âge quand il y a eu 17 ans, 17 ans, Ah oui, OK, il y a pas eu de quelques mois d'attente là, ça s'est fait direct? oui, direct. C'était extraordinaire parce que, jamais ma mère ne m'aurait laissée venir à Paris si j'avais pas eu un contrat. Et alors, il se passe quoi dans la tête de cette jeune fille de 17 ans qui, 1 mois ou quelques mois plus tôt était vraiment au 36e dessous et là tout d'un coup, tout s'illumine autour d'elle? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez? Je me sens bénie. Je sais que je suis, enfant privilégié des anges et là, je vais donner le meilleur de moi-même. Là, oui, là, je veux, honorer ce qui m'a été donné de vivre. OK, vous avez déjà du coup cette conscience-là, même toute jeune femme, après avoir traversé cette paralysie-là, tout d'un coup, maintenant que l'élan de vie est présent, vous le vivez pleinement justement? Voilà, je sentais une immense gratitude pour ça et que la gratitude, il faut, la première chose, c'est d'honorer que la vie nous propose. Dans votre cas, non seulement vous avez ce démarrage, je ne sais même pas comment le qualifier en plus Fulgurant, qu'en fanfa fulgurant, voilà, exactement, mais ça va durer pendant 15 années. Vous allez, être, sur scène, auprès de grands metteurs en scène, de grands acteurs et vous allez, vous épanouir dans ce métier-là. absolument et ça a été, effectivement le début de ma quête, et spirituelle et psychologique. Puisque, Ah! j'ai joué, que des rôles de femmes qui libres, OK. jusqu'au la dernière pièce que j'ai jouée, au théâtre des Champs-Élysées, où là, je me suis interrogée. Ah! Chacun sa vérité qui est, une pièce, qui parle de la folie Oui. et de qui est vraiment fou? On ne sait pas. Chacun sa vérité et ça a commencé, à m'interpeller très Ah! sérieusement. Cette question de: «Qu'est-ce que la folie? Qu'est-ce que la vérité?» C'est tout ça qui m'a menée à cette réflexion psychologique, puis spirituelle, puisque c'est au moment où je jouais ça et où j'étais dans cette question que je rencontre Guita Malaz qui va me demander d'enregistrer avec elle Dialogue avec l'ange. Moi, ça m'interpelle le fait que vous vous retrouviez quasiment tout le temps avec ces rôles de femmes fortes, qui sont là pour, conquérir en quelque sorte leur liberté.
Comment vous l'interprétiez à l'époque? De vous retrouver toujours dans ces rôles-là? Enfin, je veux dire, ça peut être bien une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vous dégagiez, en fait, vous, en tant que femme, en tant qu'actrice, pour que les metteurs en scène se disent à chaque fois: «Je vois Sarah dans ce rôle de femme-là»? D'autant plus intéressant que moi, j'ai été tout sauf une enfant, adolescente et jeune femme libre. Moi, j'étais très enfermée et j'avais une mère que j'adorais, mais qui était terriblement possessive. Ça veut dire que pour que ça fonctionne entre nous, il fallait que je pense comme elle, que je m'habille comme elle voulait. Dans la Et je répondais fusion. à tout ça parce que mon besoin d'être aimée d'elle était bien plus grand que mon besoin de me réaliser. Ouais, Mais il y avait toujours cette rage, cette colère en moi que j'étais obligée de taire, ouais, effectivement, qui s'exprimait à travers ces rôles. ouais, c'est ça. Il y avait ça, je crois que la vie m'appelait aussi, à m'interroger moi sur ma propre liberté. Donc ça a duré une quinzaine d'années comme ça, où vraiment vous vous épanouissez dans votre métier et puis vous n'avez pas de mal, si je comprends bien, à trouver des rôles? Sauf que vous l'évoquez, il y a un moment où, un peu de bascule. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, parce que c'est merveilleux de jouer, des rôles comme ça, mais sur, une identité qui est pas construite, ça fait des catastrophes. Ah! Et ce qui s'est passé pour moi, ça veut dire il y a eu un moment où, quand je mettais la clé dans la serrure, quand je rentrais dans mon studio, je vivais comme un vertige terrible. Je venais d'être applaudie par, 800 personnes et je Ouais. rentrais et je sentais un vertige, vraiment, physique, hein, et je savais plus qui j'étais. Ah, c'est-à-dire qu'à tellement joué, la comédie, du coup, comme vous le dites, si on n'a pas une personnalité forte et qu'on ne se connaît pas bien, on risque de se perdre dans les personnages qu'on incarne? Voilà, exactement, c'est ce qui s'est passé pour moi et c'est là où il a fallu prendre un rendez-vous sérieux avec moi et où j'ai fait une analyse, jungienne, magnifique pendant très longtemps, pendant 15 ans Ouais. et je suis sortie de cette dépression, que je traversais depuis trop longtemps, de cette nuit oui, cette nuit, La nuit noire de l'âme, la oui, oui, fameuse? et la fameuse nuit noire, de l'âme. Heu et il y a eu un moment, avec ce travail où je me suis tellement reconstruite et tellement alignée et puis par rapport à ce que je vivais, à ma vérité, d'oser, heu, reconnaître ce qui se vivait en moi et qui était si insupportable et donc il y a eu comme une lumière Mmh. s'est allumée et au fur et à mesure que cette lumière, se révélait à moi, il y a eu un moment où j'ai eu envie, non plus d'être actrice, mais de transmettre cette lumière aux autres, les aider eux aussi à vivre le même processus de guérison. Et oui, c'est ça, oui, un processus, long. Donc vous aviez quoi? Une petite trentaine d'années à l'époque quand se fait ce changement un peu de vie, cette prise de conscience? Exactement. Et donc finalement, ce travail que vous avez fait pour vous-même, vous voulez le mettre au service des autres en utilisant cet outil formidable que vous aimez, que vous connaissez, la scène. Et c'est comme ça que petit à petit va naître le théâtre authentique. Et on peut le dire, ça fait maintenant 20 ans, plus de 20 ans que vous proposez cela. Et c'est vraiment un atelier, c'est vraiment là, je peux vraiment dire, que je suis dans ma mission de vie là. Je prends un Mmh. plaisir extraordinaire parce que, c'est un espace, d'agrandissement de l'être. Ouais. C'est un espace où on passe d'une dimension, recroquevillée de soi-même à une dimension, hem, agrandie de soi-même et ça, c'est merveilleux de voir les personnes se verticaliser pendant les stages. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous proposez aujourd'hui à travers ces stages, c'est de faire le cheminement que vous avez vécu. J'invite les personnes à exprimer qui elles sont tout simplement et ça se fait grâce à la dynamique du groupe. C'est important de savoir que, quand on va jouer quelque chose, oui, c'est là où on retrouve le travail cellulaire que j'ai vécu de la remise au monde. Si je demande à quelqu'un: «Tiens, monte sur un vélo», symboliquement bien évidemment, et bien la personne va visualiser qu'elle est sur un vélo et Ouais. son cerveau fait exactement la même chose que si elle était réellement sur un vélo et donc Mmh. la réparation passe par les cellules. Ouais. Quelqu'un qui est mal dans sa peau, justement, qui est timide, qui n'ose pas s'exprimer,
Si je lui demande dans ce théâtre authentique, tiens, tu vas jouer une fille qui ose se mettre en valeur Ouais. devant un homme, vas-y, montre. Elle va dire, mais non, mais moi je sais pas faire ça, mais c'est impossible. Tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait lui montrer? Et puis alors, il y a quelqu'un qui monte sur scène et qui lui montre. Et de le vivre là, comme ça, par procuration à travers l'autre, elle va commencer à engrammer quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Et Ouais. on va se permettre de vivre tout ce qu'on ne s'est pas autorisé à vivre au moment d'un traumatisme. Donc vraiment, le principe du théâtre authentique et des stages, du coup, que vous proposez, c'est à travers le psychodrame, travailler sur nous-mêmes, travailler sur nos émotions, se libérer de ce qui a besoin d'être libéré. Et de remettre les choses à l'endroit, de sortir des rôles que nous avons endossés comme bouclier contre la vie. Oui, vous parlez beaucoup de nos loyautés, de nos croyances, de nos conditionnements. Donc là, on vient avec ce paquet-là au stage et l'idée, c'est de petit à petit s'en alléger. Voilà, je vais vous donner un exemple. Je me souviens d'une personne qui était qui avait du mal à pleurer. Et elle dit, voilà, je lui demande, mais qu'est-ce qui... donne-moi un exemple d'un moment où tu aurais aimé pleurer. Elle me dit, bah, l'enterrement de ma grand-mère. Tout le monde pleurait sauf moi. Ah bon? Qu'est-ce qui se passait à ce moment? Qui c'était cette grand-mère? Et alors là, elle dit, mais c'était un monstre. Tout le monde l'adorait, tout le monde était fasciné devant sa générosité, son cœur, son intelligence, son humour. Et moi, je voyais à la maison, avec ma mère et avec nous, c'était vraiment une femme qui était d'un autoritarisme terrible, qui nous faisait taire, qui était une femme épouvantable. Et j'ai dit, Ouais. tiens, on va vivre ton enterrement, là. On va vivre l'enterrement de cette femme. Et alors, on met en scène l'enterrement de cette grand-mère. Et qu'est-ce qui se passe au moment où elle voit tout le monde pleurer, Ouais. mais elle éclate de rire. Waouh. Et elle dit, mais quelle mascarade, elle vous a tous dupés. Et moi, je vais vous dire qui c'était cette femme. Tellement elle vit sa colère même contre sa mère, et toi, tu t'es laissé faire. Comment tu as pu te laisser faire pendant tant d'années? Et à ce moment-là, elle réintègre sa vérité dans le cœur. Et comme par hasard, les scènes d'après où elle voit des choses terribles de personnes qui se font malmener, elle peut pleurer. Et oui, c'est ça. En général, malheureusement, si on bloque une émotion, les autres sont toutes un peu tenaillées aussi, quoi. Oui, Tenues ou en... alors on en garde une seule, la colère souvent, parce qu'on ne peut pas mourir de colère. On peut mourir de tristesse, mais pas de colère. Donc la colère est une survie pour beaucoup de personnes qui sont souvent en colère. Oui, et c'est vrai qu'il y a de l'énergie aussi dans la colère. Ça permet de rester en vie tout en exprimant ce qui ne va pas, quoi. Voilà. Ok. Donc là, les stages que vous proposez, donc ça peut être sur 2 jours, sur une semaine, mais à chaque fois, ça se passe en groupe. Ce sont des groupes de combien de personnes? Là, je suis en train d'inventer des nouveaux stages. Alors, donc, ça va être différent. Donc là, jusqu'alors, bon, c'était des groupes de 12 personnes. Mais là, je suis en train de créer des stages beaucoup plus nombreux. On va pouvoir aller jusqu'à 30 parce que je me rends compte que, d'abord, il y a trop de personnes en liste d'attente et donc il y a une demande, il y a une vraie demande. Et puis le confinement m'a encore plus fait réfléchir à tout ça. Et je me rends compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'aller exprimer leurs émotions comme ça, de raconter leur vie. Pour certaines personnes, c'est très, très compliqué. Et je pense à ces personnes-là. Et je suis en train de créer ces grands groupes-là pour permettre de vivre des émotions dans des exercices de mise en scène collective où ils pourront intervenir ou pas, et D'accord. avec des méditations guidées qui les amènent à réfléchir sur leur histoire, sur leurs blessures, sans avoir à les raconter, portés là encore par l'énergie du groupe. Donc on n'est pas nécessairement dans le rôle de l'acteur tout le temps. Et parfois, le simple fait d'en être spectateur, de voir quelqu'un qui s'autorise à vivre telle ou telle émotion, si nous, on la réprime, malgré tout, ça va nous aider. Il y a un point là qu'on a rapidement évoqué, mais j'aimerais qu'on s'arrête parce que je pense que c'est très fort dans les stages, c'est la magie de l'alchimie du groupe. J'imagine que dans les groupes qui se constituent, il doit se passer des choses assez incroyables en termes d'énergie collective, pas uniquement individuelle. Bien évidemment. Ça veut dire quand une situation est mise en scène par une personne,
Sur un groupe de 12, il y en a 10 qui sont concernés par le même problème, ce qui émerge de l'inconscient du groupe. Ce qui est très fort, c'est que le groupe est une matrice qui soutient la personne qui est en train de s'exposer. Beaucoup de personnes ont peur de ce théâtre authentique, alors qu'on est porté, soutenu par le groupe. C'est le groupe qui invite à ce dépassement de soi et qui fait que à chaque fin de stage, les personnes disent « mais si j'avais su que c'était si simple, je serais venue bien avant ». Comme tout le monde se reconnaît, se dit « ah bon, finalement, je ne suis pas si seule » de sortir de cette solitude, de cette sensation d'isolement qui fait qu'on a honte de pas être dans la norme. Or, la Ouais. norme n'existe pas. Mais on voit, en vous écoutant, je me dis, nos peurs sont toujours beaucoup plus grandes que les défis qu'on relève réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, puisque derrière chaque peur se révèle, il y a un désir derrière chaque peur. Et d'ailleurs, vous le dites, hein, vous dites souvent que aller vers la vie, c'est d'abord aller vers nos profondeurs, quoi, vers peut-être accepter ce qu'il y a de peut-être ce qui nous semble moins beau en nous. Mais c'est par ce biais-là qu'on va se révéler, qu'on va se réaliser et être au monde pleinement qui on est. Bien évidemment, c'est en allant voir nos ombres les plus sombres qu'on va trouver la lumière derrière ces ombres. Parce que chacune de nos ombres contient sa lumière. Encore faut-il les affronter. Il faut les affronter, bien sûr, mais si vous voulez pas les affronter, croyez-moi, la vie qui est plus grande et qui vous aime vous obligera à les affronter. De toute C'est façon, ça. vous n'y échapperez pas. Et ce qui est intéressant par rapport à cette peur qu'on a tous, évidemment, d'affronter nos parts d'ombre, c'est que le faire, par exemple, dans ce cadre des stages que vous proposez, on est là dans un cadre très sécurisant. Donc, on peut y aller avec des personnes qui, elles aussi, peut-être traversent la même émotion. Donc on s'autorise à voilà, vous nous offrez un endroit où on peut s'autoriser à le faire. Oui, et dans un cadre, ça c'est important que je le dise aussi, un cadre très, très, très contenu. Hein. Ça veut dire que Ouais. beaucoup de personnes me disent à la fin des stages, c'est parce qu'on sent, je suis à la fois très contenante, mais aussi très ferme. Personne ne pourra être jugé, personne. Avec ça, je suis très, très, très vigilante. Et en même temps, les personnes sentent que effectivement, il y a une expérience derrière tout ça et qu'ils peuvent aller dans leurs zones les plus archaïques, Ouais. puisqu'ils seront contenus dedans sans danger. Et c'est vraiment, la finalité, vous le défendez souvent, cette histoire de l'amour sans masque, quoi. S'aimer soi-même, pour pouvoir aussi aimer les autres, mais il faut faire tout ce chemin-là pour y arriver. Oui, s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres, mais on peut aussi aimer les autres pour s'aimer soi-même. Hein. Ça va dans les Ah! 2 sens, hein. Ceux qui disent: «Ah là là, faut d'abord commencer par Mmh. soi». Je suis pas tellement, OK avec ça. Si on commence aussi, à accepter l'amour qui nous est donné par les autres, ça Ouais. permet peut-être de se rencontrer aussi. C'est vrai. Oui, parce que ça nous oblige à une certaine forme de lâcher prise, d'accueillir ça. Quand on a eu des parents maltraitants, Mmh. qui n'ont pas pu vous aimer, eh bien, on peut toujours rencontrer des pères et des mères et des frères et des sœurs, d'âme, qui vont permettre à cet amour de s'instaurer en soi, autrement. Ouais, cette réconciliation, en fait, tout simplement. Merci Sarah. On n'a pas tout à fait terminé encore notre entretien parce qu'il y a quelques questions rituelles que j'aime poser à mes invités. Et la première, Sarah, j'aimerais savoir si vous écoutez souvent votre petite voix. Il m'arrive de ne pas l'écouter et à chaque Ouais. fois, je le regrette. Voilà, je vais plutôt le dire dans ce sens-là. Et c'est très joliment dit. Dit qu'à chaque fois que je l'ai écouté, je me suis remerciée. Et est-ce qu'il y aurait un livre qui vous a particulièrement aidé à avancer dans la vie? Le livre extraordinaire de Etty Hillesum qui s'appelle Une vie bouleversée. Ça, c'est un livre qui a été sur ma table de chevet, enfin qui sera toujours sur ma table de chevet d'ailleurs. Et est-ce que vous avez un rituel bien-être que vous utilisez au quotidien pour vous retrouver et pour vous offrir un petit moment à vous? Oui, le rituel qui est incontournable chaque jour, c'est un petit rendez-vous d'amour avec moi chaque matin. Ça veut Oh! dire, une méditation tout simplement. Quand on se donne un rendez-vous d'amour avec soi, après on se quitte plus de la journée. Ce qui est important,
c'est que ça s'arrête pas, que ça soit pas une contrainte, mais que ce rendez-vous d'amour soit un rendez-vous pour la journée entière. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à cette petite voix qui parle à l'intérieur. C'est de savoir écouter les signes. Que si vous perdez les clés de votre voiture juste avant un rendez-vous qui vous effraie un peu, peut-être y voir un signe. Oui, donc c'est vraiment essayer d'être le plus en conscience tout au long de la journée pour entendre ce que la vie nous envoie, les messages qu'elle nous envoie. Voilà, que le rendez-vous d'amour ne s'arrête pas après la méditation. Mais bien sûr, je ne vais certainement pas dire que je suis zen toute ma journée. Hein. Bien sûr que je me lâche la main et que je passe encore par des nuits noires, des moments terribles où je suis dans des grandes désespérances intérieures. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'il y a de très différent, c'est que maintenant je reste plus longtemps dedans. Mais j'accepte d'aller dedans, j'accepte d'y plonger parce que j'ai une totale confiance dans la remontée. Et pour terminer, Sarah, je voulais savoir si vous vous sentez heureuse. Alors, je vais répondre à ça que je suis heureuse d'être en vie. Et que pour honorer cette vie qui m'a été donnée, je compte chaque jour mes chances plutôt que mes frustrations. Gratitude pour tout ce qui est et qui est toujours là, qui m'accompagne. Voilà ce qui me permet d'être heureuse d'être en vie. Et oui, la vie continue avec son lot de joie et d'épreuves. La question n'est pas de savoir ce qui nous arrive, mais c'est comment on le vit. Exactement. C'est la conscience qu'on met dans ça. Le sens qu'on y met. Parce qu'une souffrance qui a du sens, ça fait toujours beaucoup moins mal qu'une souffrance qui n'a pas de sens. Merci beaucoup, Sarah. Je suis très touchée en fait par notre entretien, par votre générosité, notamment à nous parler de ce que vous avez traversé lorsque vous étiez adolescente. Je trouve qu'il y a là un immense message d'espoir et c'est très joli. Donc, merci beaucoup, Sarah, pour cet échange. Merci infiniment, Herveline, de nous avoir donné cette occasion. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.